Je me lance, je n'avais aucune garantie du résultat. Aucune. Vraiment. Je pouvais faire 0 comme je pouvais Ça faire fait 100. peur. Tu vois. Et donc, j'avais très, très peur. Salut Alexis, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va très bien, Émilie. Salut à toi. Merci d'être là pour ce premier test et de me faire confiance pour tester un nouveau format qui, je suis sûre, va intéresser énormément de monde. Et je suis super excitée parce que donc le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire un échange pour faire le point sur ton dernier lancement et mais aussi de pouvoir ajouter des points de vue un peu pédagogiques et que je rajouterai après pour pas couper notre discussion, mais vraiment pour vraiment se dire: «OK, maintenant comment est-ce que les gens peuvent prendre cette idée-là et l'adapter à leur business, à leur manière?» pour vraiment pouvoir s'inspirer des gens qui arrivent à faire des lancements réussis ou des fois foirés aussi. Donc ouais, le but, c'est vraiment de pouvoir apporter en même temps énormément de valeur, d'analyser ce que tu as fait, de voir moi aussi, quels sont les insights que je peux te donner pour essayer d'aller un peu plus loin et pouvoir améliorer ton lancement. On va prendre le temps de discuter, que ce soit à la fois donc de tes objectifs, est-ce que tu les as atteints ou pas, quelle stratégie tu as mis en place. Je te propose que tu commences simplement par me présenter, toi, qui t'es, quelle est ta cible, quelle est ton offre. Fais-nous un petit aperçu, pitch-moi ton business. Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Alexis. Je suis formateur LinkedIn et coach LinkedIn. Donc je fais de la formation LinkedIn pour les indépendants et pour les entreprises. Donc tout simplement, je les aide à créer du contenu sur LinkedIn, à créer une stratégie de contenu pour se rendre visible, travailler leur notoriété et après transformer cette visibilité, cette notoriété en opportunité business. Donc trouver des clients sur LinkedIn et trouver des partenaires, faire développer leur business. Ça, c'est ce que je fais au quotidien H24. Et pour faire ça, ce que je fais, c'est que je crée moi-même du contenu, où je vais apporter énormément de valeur dans mes contenus, donner des conseils, débloquer mon audience, qui est composée d'indépendants et des chefs d'entreprise. Et derrière, je vais proposer des formats comme des lives, des challenges, où en direct, je vais faire pratiquer mon audience. Et pour ceux qui vont plus loin, ils vont rejoindre mes programmes pour être formés, pour être accompagnés sur LinkedIn. C'est super intéressant parce que les gens, moi je vois même parmi mes clients, une des choses qu'ils disent, c'est: «J'ai peur de trop donner parce que, si je donne tout en gratuit, ben, pourquoi est-ce que les gens viendraient chez moi par la suite?» Est-ce que, toi, c'est quelque chose qui te fait peur, qui t'a déjà fait peur? Oui, au tout début, il y a 3 ans et demi, quand je suis arrivé sur LinkedIn, presque 4 ans maintenant, je donnais beaucoup et j'avais peur en fait que, bah, déjà les personnes n'aient plus besoin de moi. Parce qu'ils se disent: «Bon, bah, c'est bon, il a tout donné gratuitement, j'ai pas besoin de me faire accompagner» et j'avais une autre peur qu'on n'a pas évoquée, c'est que j'avais peur aussi de la concurrence. J'avais peur que les concurrents viennent prendre mon travail et Bah, et ouais. quand c'est disponible à tout le Quand monde, c'est disponible à tout forcément. c'est ça, c'est disponible à tout le monde, c'est disponible à la concurrence aussi. Et il s'avère que, bah, tout a été, démenti, tout a été faux, parce que plus je donnais de la valeur, littéralement, je faisais des carousels de 50 pages et plus il y avait de clients. Parce que j'avais la bonne stratégie, le bon appel à l'action et qu'en fait, dans un contenu LinkedIn, on ne peut pas tout donner en termes de valeur. Tout ce qu'on a dans notre tête, toutes les transformations qu'on apporte, on ne peut pas les donner sur LinkedIn. Ça va être souvent de l'informatif, c'est de l'information. Mais les gens, ils n'ont pas besoin d'information. Ils ont besoin de transformation. Et c'est pour ça qu'ils vont venir me voir, qu'ils vont venir voir un professionnel de manière générale. Et donc, une fois que je l'ai compris, il m'a fallu du temps pour le comprendre, une bonne année, je pense, de LinkedIn avant de bien l'assimiler. Et ben, je me suis dit, bah, je vais faire l'inverse de ce que je faisais avant. Je vais apporter un maximum de valeur sans me retenir. Et ça a atteint son paroxysme il y a un an, justement, en juillet 2024, où j'ai lancé mon premier challenge. Et là, j'ai carrément ouvert ma valeur à tout le monde, à mes concurrents, à mes clients, à mon audience, et j'ai montré l'intérieur de mes programmes. Programme, du coup, c'est quoi? Est-ce que déjà c'est evergreen ou lancement? Donc, est-ce que c'est disponible tout au long de l'année ou est-ce que tu te bases sur des lancements ou est-ce que c'est un mix des 2? Quelle est ta stratégie? Alors, c'est un mix des deux, parce que j'ai deux programmes, finalement. J'ai un programme de formation et de coaching de groupe. Donc, c'est une formation asynchrone, mais toutes les semaines, les clients viennent me poser des questions en coaching de groupe. Et donc, ça, c'est des lancements. On ne peut pas rentrer tout le temps, c'est par lancement. Généralement, il y en a deux, trois par an. Mais sinon, j'ai un programme de formation, enfin d'accompagnement one-one, qui lui est disponible toute l'année, du coup, sauf quand il y a les lancements pour la formation. Tu vois tu vois, le petit switch. Oui, bah, Ouais. tu peux pas tout faire en même temps, hein, Et, on est d'accord? exactement. Et pour compléter ça, en fait, pour t'expliquer toute la stratégie, c'est que moi, mon programme de formation, qui est un peu finalement mon produit d'appel, qui est entre 500 et 1000 euros,
les gens rentrent dans ce programme de formation et généralement, derrière, je vais faire un upsell vers mon accompagnement one-one premium. On peut avoir plusieurs offres qui sont complémentaires. Et c'est même important de le faire. Ici, Alexis nous explique que son offre centrale, LinkedIn Secret, sur laquelle il communique, il fait des actions de vente, est en fait son offre signature. Puis, il propose une continuité grâce au one-to-one. Quand on a plusieurs offres, la stratégie annuelle doit être planifiée, car en fait, les efforts marketing doivent être orientés vers l'offre qui vend. Entre les lancements, l'objectif, c'est finalement de faire grandir sa liste email, ou bien de vendre avec une autre stratégie, ou bien de vendre des offres complémentaires. Aussi, toi, d'aborder les choses avec plus de sérénité et de moins subir, quoi, vraiment. Parce que moi, je vois des clients et ils se disent, tu vois, ils ont des périodes dans l'année où ça ne vend pas et ils s'acharnent à vendre. Bah, OK, ça vend pas. Bah, du coup, arrête de vendre cette offre-là pendant cette période-là de l'année, arrête de mettre le stress et par contre, planifie quelque chose de manière, consciente, stratégique. Qu'est-ce que tu peux faire pour attirer des clients d'une autre manière, quoi? Tellement d'accord avec ça et je m'en rends compte depuis, je pense 1 an et demi, 2 ans, quand tu es en phase de vente intense, tu as très peu de temps de faire autre chose. C'est-à-dire déjà, tu es en phase de vente, tu dois communiquer pour vendre, tu dois, aller prospecter les gens et derrière tu dois délivrer, hein. Faut pas croire que ça s'arrête quand le client est signé, pas du tout. Derrière, faut C'est délivrer. ça. Et il y a beaucoup de gens qui oublient la dernière étape, mais c'est la plus importante finalement, de délivrer les clients. Donc il y a tout ça et moi, quand j'ai des projets en parallèle, notamment je vais faire un challenge, là il y a la newsletter en ce moment, et ben, soit je coupe la vente du one-one notamment, qui est très chronophage, qui me prend du temps, soit je la ralentis fortement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand je suis en mode de lancement, Émilie, et ben, tu vois, je ne vends pas l'accompagnement one-one, mais j'ai toujours deux, trois personnes qui s'upgrade tout de suite et qui prennent l'accompagnement one-one. Mais tout de suite, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas des mois. Ouais, tu le proposes, bah, justement, donc dans l'offre là de lancement que tu fais, Mhm. déjà là, tu l'as lancé combien de fois? J'ai lancé 3 fois, là, Mmh, depuis 2024. ouais, 2 fois en 2024, une fois en 2025? Exact. OK, et pour toi, est-ce que c'est important de relancer son programme? Est-ce que la première fois que tu l'as lancé, tu étais satisfait de tes résultats? Et est-ce que c'est important de le relancer comme ça au fur et à mesure? Ouais, ouais, c'est très important pour moi de le relancer. Pour moi, c'est même indispensable parce que je veux en faire mon business model principal. J'ai envie que ce programme qui s'appelle LinkedIn Secrets soit mon modèle principal, qui permet derrière d'upsell mes clients vers plus. Aujourd'hui, c'est de l'accompagnement one-one premium, mais bientôt, je vais développer un réseau de partenaires aussi vers lesquels je vais pouvoir les renvoyer, par exemple, des ghostwriters, des personnes qui pourront les aider pour les lancements, etc. Donc, moi, c'est important de le refaire. Au moins 2 fois par an, 2, 3 fois. Et pour répondre sur le premier challenge, alors là, tu n'imagines même pas l'euphorie que j'ai eue à la fin. J'étais tellement content de moi parce que je l'avais jamais fait, je savais pas comment faire. Il faut quand même qu'on fasse un peu le film très rapidement. C'est que un mois avant le challenge, le 1er de juillet 2024, donc en juin, je ne savais pas comment faire des challenges. Je ne l'avais jamais fait. Je n'avais jamais été devant 400 personnes à parler, à présenter de la valeur. Ça, je connaissais pas. J'ai littéralement cherché tous les contenus sur Internet de mes plus grosses concurrentes. Oui, je dis concurrentes parce que c'est surtout, j'ai vu surtout des contenus de femmes entrepreneuses qui se débrouillent très bien dans ce sujet. J'ai pris tous les contenus, je me suis dit, je vais faire exactement la même chose, mais à ma sauce. C'est-à-dire que en gardant moi-même ma personnalité, en gardant ma propre énergie, je ne vais pas juste copier bêtement les techniques, mais je vais prendre quand même ce qui est bien, etc. Je vais comprendre. Je me lance, je n'avais aucune garantie du résultat. Aucune. Vraiment. Je pouvais faire zéro comme je pouvais faire Très 100. peur. Tu vois. Et donc j'avais très très peur. Et ça s'est transformé en énergie pendant le challenge. Et le résultat était incroyable. Je me souviens, j'avais jamais fait ça dans tous les sens du terme, en termes de chiffres, en termes de confiance en soi, même c'est un développement personnel, hein. Même moi, personnellement, je m'étais jamais senti comme ça. J'avais jamais fait une telle performance. Et donc, j'imagine bien que j'étais plus que satisfait ce soir du 3 juillet 2024 où je vois les résultats du challenge. Et cette énergie, même quand tu refais le challenge là, celui que tu as fait cette année, autant d'énergie? Autant. Et je pense même qu'elle augmente. Il y a un moment, le deuxième challenge, le 19 décembre, donc l'année dernière, 19 décembre 2024, j'avais même un peu trop d'énergie au début, tellement j'étais excité. J'ai même un de mes amis qui m'a dit dans le chat, faut lui demander de se calmer. En fait, Alexis, là, il va exploser. Et donc, ma collaboratrice m'a dit, Alexis,
Doucement, redescends, tu vois. Ouais, Descends un peu c'est parce ça. que là, Donc, j'ai toujours autant d'énergie, même plus. cette année, c'était quoi du coup tes objectifs? Tu t'étais fixé quoi? Alors, moi, j'ai un objectif, ils sont très chiffrés hein, comme objectif. J'avais déjà comme objectif de changer ma formation. Déjà, par rapport au lancement, je lançais une offre qui était et qui avait évolué par rapport à l'offre de l'année dernière, notamment avec l'introduction d'un coaching illimité LinkedIn pendant 4 mois. Donc, c'était ma promesse la plus forte du challenge et de cette nouvelle offre. Donc, je voulais déjà tester le marché et tester l'offre. C'était mon objectif. Objectif atteint. Ensuite, objectif en termes de chiffres, moi, mes lancements, les résultats de mes lancements dépendent du nombre de personnes inscrites et présentes. Et donc, j'ai toujours un objectif. Moi, je voulais atteindre les 1000 personnes en termes d'objectifs. Objectif pas atteint, on était 798 inscrits. C'est un 98, ça marche. Et pareil, donc du coup, présence dans le live, moi je veux un taux de présence de 50%. Donc 1000, je voulais 500 personnes présentes au live. On était au pic du pic, 390, 400. Donc, Ce qui, par rapport au ouais, nombre au nombre d'inscrits, qui est mm, à 798, ouais, qui est un bon rapport, qui a un bon hein, rapport, exactement. c'est ça. Bah, hier, j'ai sorti le podcast sur, justement les masterclass et comment augmenter son taux de vente. Donc là, je détaille exactement, je vous mettrai le lien en description, mais je vous détaille exactement quels sont les chiffres auxquels il faut s'attendre par rapport au nombre d'inscrits, combien de présents, combien de ventes et du coup, qu'est-ce qu'on fait après pour pouvoir augmenter ses ventes si les gens n'ont pas été présents et c'est une des choses dont on va parler aujourd'hui. Mais donc là, 390 personnes présentes et parmi ces 390 personnes, donc ton objectif, c'était vraiment sur le nombre d'inscrits? C'est Est-ce sur que les tu avais un ventes, objectif sur le bien sûr. Je voulais, voilà, c'est je ça. voulais minimum 50 ventes sur toute la Mmh. séquence de lancement. Donc, entre les ventes pendant le challenge, pendant le live, et les ventes derrière pendant les 4 jours de vente. Et donc spoiler, Spoiler, il a été dépassé. ah, ouais. Comme quoi, en fait, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur le nombre d'inscrits. Moi, j'aime bien mettre vraiment des chiffres sur le taux de conversion. Donc, c'est vrai que quand tu dis: «OK, mon objectif, c'est, je veux faire 50 ventes». OK, on fait comment? Comment est-ce qu'on augmente le taux de conversion? À quel moment? À quel endroit? Et cetera. Cool. On va aller un peu plus dans le détail. Yes. Je te propose, donc il y a 3 parties qu'on va voir. Événement de lancement, ta stratégie de vente pendant le lancement et après le lancement et vraiment focuser sur qu'est-ce que tu as mis en place. Donc Allons-y. avant avant le lancement, quand est-ce que tu as commencé et du coup, quel était l'événement de lancement quand tu as dit: «OK, j'ouvre les portes aujourd'hui»? Comment tu as déterminé ce moment? Est-ce que tu as fait donc un challenge, une masterclass et cetera? Je te laisse retracer un peu la timeline de l'avant. De l'avant. Moi, je commence toujours par... c'est un post LinkedIn qui annonce qu'il y a un challenge. Donc, j'ai pas de... On en reparlera, mais j'ai pas de liste email. J'ai des Mmh. communautés. C'est ça, on peut jeter des pierres. J'ai pas de communauté, on va dire aussi. J'ai une communauté des clients, des anciennes promos de Lindy Secrets, puis j'ai pas d'autres communautés. Donc, je fais pas de lancement aussi en annonçant une communauté. Vraiment, c'est un post Ton LinkedIn. audience, Pardon, elle est de combien sur LinkedIn? Ton audience, 20 elle est 000. de combien? 20 000 20 abonnés. 000 personnes par mois. Donc, le lancement en tout cas de l'événement, c'est par un post LinkedIn qui arrive 2 semaines avant l'événement, toujours. Et donc, c'est 2 semaines de communication. C'est quoi tu te rappelles un peu du taux d'impression là-dessus? Parce que donc tu as 20 000 personnes, tu touches combien de personnes parmi ton audience quand tu fais une annonce comme ça? Alors, juste sur l'annonce, on va être entre 5 000 et 10 000 impressions sur l'annonce. Mais les taux d'impression, c'est autre chose encore. Il y a une stratégie particulière que j'ai mis en place pour avoir beaucoup plus d'impressions, justement pendant ces 2 semaines de communication pour remplir l'événement. Ça, c'est une stratégie OK. à part entière et je vais te détailler en long et en large. Alors vas-y. Donc 2 semaines avant, premier post LinkedIn, C'est ça. tu l'annonces, tu as moins de 50 de ton audience qui est au courant que tu fais ce Tout challenge. à fait. Et donc là, ça commence du coup à se remplir. Il y a un pic en fait. C'est un peu une courbe en forme de, on va dire en U, c'est-à-dire qu'au début, il y a beaucoup, beaucoup d'inscriptions. Ensuite, on a un petit plateau. Et ensuite, les derniers jours, et surtout le dernier, ça remonte. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inscriptions. Donc ça, c'est événement. Donc la deuxième chose qui annonce le lancement
du challenge, c'est que je fais appel à des ambassadeurs et eux, ils commencent à poster aussi. Donc là, il y a d'autres réseaux qui sont informés que l'événement va commencer dans quelques jours, il faut s'inscrire. C'est quoi des ambassadeurs? Des ambassadeurs, c'est des personnes auxquelles je fais appel, donc des créateurs de contenu LinkedIn qui ont une audience, qui ont de la visibilité déjà. Certains sont même influenceurs LinkedIn et ils vont communiquer sur le challenge. Donc, ils vont parler du challenge. Ils vont inviter leur audience à s'inscrire au challenge. Donc, c'est ça des ambassadeurs. Et ça fait partie de ma stratégie de communication de faire appel à des ambassadeurs LinkedIn pour relayer mon challenge à d'autres réseaux. Parce que le gros problème de LinkedIn, c'est que quand on communique tout seul, et c'est une grosse erreur de communiquer tout seul sur LinkedIn, quand on fait un lancement comme ça, et qu'on a des objectifs aussi élevés que les miens, parce qu'on est très limité par l'algorithme en ce moment. On a beaucoup de gens ont le remarqué, beaucoup moins d'impressions. Et de toute façon, sur LinkedIn, on est limité par son propre réseau. C'est-à-dire que même si LinkedIn diffuse ton post quand il marche bien à des réseaux un peu plus loin, un peu éloignés de ton cercle de base, ton noyau dur, eh ben, tu es quand même limité. Tu n'arrives pas à toucher une masse de monde incroyable. Par exemple, il y a aujourd'hui, en 2025, il y a pratiquement aucun post qui va faire 1 million d'impressions aujourd'hui. Tu vois? Et qualifié, je veux dire. Oui, tu dis ça quand tu fais de manière organique. Tu as Ouais, fait de la pub pour, booster tes posts ou pas? exactement. C'est le petit mot que j'avais rajouté à la fin, de manière organique. Et donc, pas de pub de mon côté. Donc ça sera des éléments que j'aimerais améliorer, etc. et ajouter dans ma stratégie parce qu'il n'y a pas de pub actuellement. Par exemple, au prochain challenge, il y aura des pubs. Parce que je vais pouvoir en fait toucher, par exemple, si je fais 1 million d'impressions, je vais pouvoir déjà rediriger ces 1 million d'impressions vers les bonnes personnes. En plus, LinkedIn aujourd'hui a fait évoluer son système de pub qui permet de targeter littéralement certains des profils en particulier, etc. C'est vraiment très bien fait pour avoir pris rendez-vous avec les spécialistes sur ce sujet. OK, donc du coup, tu fais appel à un réseau pour ces personnes-là, ces ambassadeurs qui sont des influenceurs. Mhm. Généralement, quand on dit influenceur, on imagine paiement. Exactement. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vraie campagne d'influence avec un kit d'influence que tout le monde a reçu. Donc, ils avaient le choix. Soit ils sont payés 100 € le poste, soit je leur offre un service, c'est-à-dire que, par exemple, je vais leur offrir une séance de consulting LinkedIn. Parce qu'il faut savoir que ces ambassadeurs, ça va peut-être intéresser l'audience, c'est d'où viennent ces ambassadeurs. Bah, la plupart du temps, ce sont des anciens clients. C'est ça, en plus, c'est des clients que j'ai formés qui ont maintenant de la visibilité, et donc je peux m'appuyer sur eux et le font en plus avec plaisir. Donc, deuxième option, c'était de leur offrir un service d'une séance de consulting, ils sont très contents. Il y avait la troisième option, tu ne veux rien et tu fais ça juste pour soutenir. Il y en a plusieurs, la plupart ont fait ça, finalement. Donc, ils ont choisi cette option. Et il y avait la quatrième option, c'était un échange, en fait, de visibilité, c'est-à-dire que moi, je vais mettre en avant un de leurs programmes, leur lancement, à un moment dans l'année. Donc, il y avait ces quatre options. Les gens ont choisi. Spoiler alerte, il n'y a que 3 personnes qui m'ont demandé de les payer. Donc, j'ai dépensé littéralement 300 € pour avoir 20 influenceurs. Les autres ont choisi, c'était réparti assez équitablement entre je veux une séance, je veux un soutien et je fais rien. Et je veux rien, plutôt. Ça, c'est hyper précieux, franchement, le réseau, pour justement même se promouvoir les uns les autres, avoir un peu plus de visibilité quand on fait un lancement. Je pense que les gens, ils osent pas demander, tu vois? C'est exactement ça. Déjà. Pour accompagner aussi des personnes qui veulent faire comme moi, en tout cas qui me demandent des conseils, la plupart des gens, à chaque fois que je leur parle de la stratégie de l'ambassadeur, ils me disent la première chose, c'est que ah mais non, mais t'es sûr que je peux demander, etc. Donc il y a une grosse peur de demander. Moi-même, il y a un an, hein, je l'avoue, j'avais peur de demander. J'ai vraiment dû sortir de ma zone de confort pour, en juin 2024, aller voir des gens et leur dire est-ce que tu peux juste faire un petit post LinkedIn sur mon channel, la petite voix tremblante, vraiment, c'était ça. C'était ça, je me cachais même pendant la visio. Donc, non, non, c'est une vraie réalité. Les gens ont peur de le faire, alors que je le dis à chaque fois. Si tu as un réseau, tu leur as apporté de la valeur pendant des années, et même juste pendant des mois, que tu as des clients qui sont satisfaits, il n'y a aucune raison dans ce monde pour que les gens te regardent de travers quand tu leur demandes ce genre de choses. Et à chaque fois que quelqu'un applique le conseil, après m'avoir consulté, eh ben, il n'a jamais de problème. Les gens acceptent. Dans ton écosystème business, il y a un écosystème qui est vraiment sous-exploité, c'est l'écosystème de partenaires. Il y a plusieurs types de partenaires. Les clients, les collègues, la concurrence indirecte, les sponsors. Tu peux proposer, comme Alexis a fait, plusieurs options. Mais il n'a pas parlé forcément d'affiliation et d'apport d'affaires qui existent aussi.
Bien sûr, c'est beaucoup plus facile pour les gens de promouvoir sur leurs réseaux sociaux ou leur liste email un événement qui est gratuit ou bien un freebie plutôt qu'une offre payante. Du coup, pour pouvoir appliquer toi aussi cette stratégie, je te conseille déjà de faire un mapping des personnes autour de toi et de leur audience, de prendre le temps de discuter avec elles de l'événement, qu'elles comprennent la cible, le message, les dates, etc. De leur proposer un guide d'influenceur, d'ambassadeur, t'appelles ça comme tu veux, avec des images, des liens, des informations pour pouvoir faciliter la communication. Essaye d'espacer les communications de chacun pour être capable de traquer les résultats si tu ne proposes pas de lien UTM par exemple. Ajouter quelque chose de nouveau et tu as déjà prévu pour la prochaine fois de rajouter quelque chose de nouveau. C'est ça. Tu fais jamais 2 fois exactement le même lancement et ça, c'est ultra important. Jamais. Donc, événement challenge. Il y a quoi dans ce challenge? C'est comment est-ce que tu l'as organisé? Qu'est-ce que les pourquoi les gens ils s'inscrivent? Qu'est-ce qui les intéresse là-dedans? Alors, déjà, c'est bien que tu poses la question, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que challenge, parfois, ça peut être un peu flou pour les gens. Est-ce que c'est un truc de 5 jours que je fais? On voit passer les gros challenges. Non, pas tout à fait. Donc, moi, challenge, ça se finit par un live où on va être 2 heures ensemble et on va travailler un sujet précis ensemble. Et je dis bien, on va travailler. C'est pas une présentation descendante. C'est-à-dire que, effectivement, au début, je vais présenter certaines choses, des méthodes, et deuxième moitié, on applique. Et donc, j'ai créé des outils pour que les personnes appliquent en direct. Exemple, moi je fais des challenges où j'apprends aux gens à faire beaucoup d'impressions sur LinkedIn et à trouver des clients. Et ben pendant le post, on va rédiger un post LinkedIn en direct avec des outils d'IA notamment, des assistants IA, des GPT. Et à la fin, tout le monde a un post LinkedIn. C'est ça l'objectif du challenge, enfin du live. Donc le challenge finit par le live. Mais avant, il y a 10 jours toujours où ils rejoignent un groupe WhatsApp où ils n'ont aucun droit, c'est-à-dire ils peuvent pas parler, ils peuvent pas changer le nom du groupe, etc. Mais ils reçoivent tous les jours de la valeur. Ils reçoivent une vidéo par jour pour justement optimiser leur profil LinkedIn, travailler leur stratégie, tous les fondamentaux pour que justement quand on arrive le 11e jour au challenge, on a travaillé les fondamentaux et on peut poster un bon post qui va marcher parce qu'on a travaillé les fondamentaux en vidéo avec moi pendant 10 jours. Donc le challenge, c'est ça. C'est 10 jours de valeur dans un groupe WhatsApp, une vidéo par jour. La vidéo dure entre 5 et 10 minutes. Et le live de fin, ensemble, où on applique. Eh, j'imagine les gens en train de nous écouter en train de dire: «Ouais, c'est vrai, c'est génial», mais le travail que ça demande derrière. Eh oui, c'est la remarque que j'ai tout le temps. Alors qu'en vrai, ce travail, notamment sur les vidéos, je vois déjà venir la question, c'est les vidéos, le travail. En fait, c'est un faux problème. Les vidéos, on les fait une fois et allez, on fait 2 batchs de vidéos et c'est souvent les mêmes qui reviennent. Par exemple, à ce challenge, j'ai déjà fait cette technique, le challenge d'avant. C'est au challenge d'avant que j'avais rajouté ça. Il n'y avait pas au premier challenge de juillet 2024, j'ai rajouté en décembre. Et j'ai repris pour la plupart les vidéos que j'avais déjà tournées en décembre et je les ai repris pour là le mois de juillet 2025. Donc il y a presque eu zéro travail. Ensuite, c'est parce pourquoi les gens pensent qu'il y a beaucoup de travail parce qu'ils mettent beaucoup de pression. C'est-à-dire ils se disent ah mais non, je dois faire une vidéo, elle doit être bien montée, je dois faire tel effet. Alors non, moi je prends mon micro là, je suis assis, je fais un partage d'écran, je fais pas de reprise, je monte juste des choses. Bon là on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, boum, je mets stop sur Loom et j'envoie le lien, littéralement. Donc une vidéo de 5 minutes me prend 5 minutes. Vraiment, je fais le truc, allez on double, ça prend 10 minutes, le temps de mettre le lien, etc. Mais c'est fini. Et il faut pas faire plus que ça finalement. J'ai eu que des remarques positives. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit ah mais c'est pas monté là, il n'y a pas de transition. Mais non, c'est pas ça qu'ils viennent chercher les gens. Ils viennent chercher de la valeur. Ils viennent chercher quelque chose qui est utile, qu'ils peuvent appliquer maintenant. Alexis décuple l'impact de ses actions car il ne repart jamais de zéro. Il a des vidéos enregistrées une fois, qui par exemple ont été réutilisées pour le challenge actuellement. Quand il crée un asset pour ton business et toi aussi, que ce soit des vidéos, une masterclass, un podcast, demande-toi toujours comment est-ce que tu peux les réutiliser. Il y a sûrement d'ailleurs des choses que tu as fait avant que tu peux réutiliser aujourd'hui. Le recyclage, c'est vraiment la clé qui t'empêche de t'épuiser. Donc, identifie toutes les actions que tu as faites et regarde comment est-ce que tu peux les transformer en assets pour ton business qui vont te servir sur du long terme. Je pense qu'il y a beaucoup aussi cette question autour de, en fait, c'est quoi de la valeur? Tout le monde nous dit: Mm. «Donne de la valeur». C'est quoi de la valeur? Tu le C'est- définis comment toi? moi j'arrive pas à définir la valeur. Parce que la valeur, c'est. Je pense qu'il y a autant de définitions de valeur qu'il y a de personnes dans ce monde. La valeur pour moi, c'est pas tout à fait la valeur pour toi. Ce sera pas tout à fait la valeur pour quelqu'un d'autre. Et donc, moi, je pense justement, je ne sais pas
ce que c'est la valeur pour mon audience de manière générale. Donc, je ne peux que faire des tests sur LinkedIn. Moi, je suis toujours en mode test. Je fais un post, déjà, est-ce que c'est la valeur pour moi? C'est-à-dire, est-ce que moi, je sens que, OK, là, je donne quelque chose qui a servi, je donne quelque chose qui a transformé mes clients. Donc, déjà, je sais que pour mes clients, ça a de la valeur parce qu'ils ont pris cette information, ils l'ont utilisée, ils ont eu des résultats. Moi, je pense que déjà, si on a cette observation sur l'information qu'on donne, on peut déjà dire qu'elle a de la valeur. C'est l'information va être utilisée par tes clients ou elle a été utilisée et ils en ont tiré un résultat positif là-dessus. Moi, je me dis, OK, ça a eu de la valeur. Maintenant, je vais le distribuer sur LinkedIn en petits morceaux, de manière moins détaillée, etc. Parce que limite de LinkedIn, de toute façon. Et là, je regarde si ça a de la valeur pour les gens. Et j'ai le feedback en direct. J'ai les commentaires, j'ai les messages privés qui viennent, les inscriptions au challenge, j'ai les feedbacks après dans les messages privés. Et c'est comme ça qu'on évalue si notre prise de parole, qu'elle soit écrite ou orale, a de la valeur pour les gens. Et cette valeur est différente. Il y a des gens, ils me suivent parce qu'ils aiment bien mon humour. Il y a des gens qui me suivent parce que la valeur, c'est mon parcours. Il y en a qui me suivent parce que la valeur, c'est les carousels que je fais, 150 idées de contenu. La valeur est différente. Ok, super intéressant. Et donc, dans ce challenge, des vidéos, ça finit par un live. Finalement, donc, tu as fait un premier. Le challenge, il est ouvert dès que tu annonces le challenge. C'est-à-dire que une fois que tu as fait ton post sur LinkedIn pour dire il y a un challenge, le groupe WhatsApp, il est ouvert et les gens, en fait, peuvent arriver au fur et à mesure, c'est ça? Tout à fait. Les gens arrivent au fur et à mesure. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on m'a posée, c'est que du coup, moi, si j'arrive au 7e jour, j'ai raté les 6 premiers. Et Ah oui. ce qui se passe, c'est que effectivement, tu as raté les 6 premiers, mais en fait, tu n'as pas raté parce que chaque jour, je remets en fait les vidéos de tous les jours précédents et ils ont un espace où il y a toutes les vidéos. Et donc, ils peuvent reprendre, etc. Même si tu arrives le dernier jour, en fait, tu as toutes les vidéos. Et en plus, les vidéos restent accessibles à vie. Donc là, actuellement, à l'heure où on se parle, ils ont toujours accès aux vidéos. Donc, ils peuvent même reprendre après s'ils veulent. Donc, voilà un peu le fonctionnement. Et tu communiques après de manière régulière, tous les jours, tous les 2 jours sur le challenge? Ou quand tu es en période de vente comme ça, tu alternes quand même les contenus que tu publies? Alors, il y a 2 phases de communication. Il y a la phase, du coup, avant le challenge. Donc, la phase de communication, les 2 semaines avant, c'est tous les jours challenge. C'est tous les jours un post qui va renvoyer vers le challenge. Les posts peuvent être très différents les uns des autres, mais je parle de rien d'autre. Et ensuite, il y a les 4-5 jours après le live, donc à la fin du challenge, où ça va être communication pour vendre le programme LinkedIn Secrets. Donc avant, tu parles pas du tout et jamais de LinkedIn Secrets. C'est vraiment la Alors, première fois que tu en parles, c'est pendant ton live. Alors oui, il y a eu une petite exception cette année, et ça me fait réfléchir OK. pour les fois d'après, c'est que j'ai quelqu'un qui a acheté LinkedIn Secrets avant même le live, ce qui m'était jamais arrivé. Parce que la personne justement a suivi les vidéos pendant 10 jours, elle a tellement adoré, elle m'a dit, non c'est bon, je sais pas ce que tu proposes, mais vas-y, I'm in, je veux rentrer. Je sais pas ce que c'est, je veux rentrer. Et moi je lui disais, mais le programme il est pas ouvert, c'est pas maintenant. Il a tellement insisté que je lui ai envoyé le lien en avance. Je me souviens encore, c'est celle lunaire, la veille, je lui envoie le lien et il paye la veille. Donc j'avais un résultat, j'avais un paiement alors que le truc n'était pas lancé. Mais normalement, j'en parle pas. Mais le gars, en Ouais, fait, mais les gens ne savent même pas que le programme existe en fait normalement. Et ouais, ce qui s'est passé, c'est mais que oui, non, lui, je pense que ouais, vas-y. Mais je pense que les gens, ils sont rodés maintenant. ouais, Ils savent, que bon, bah, un lancement, un challenge, ça déboule sur une offre. Donc c'est c'est ça, vrai que le marché a vachement évolué maintenant. On est exactement. vachement plus mature sur comment ça marche. Totalement. Et lui, justement, lui, ce qu'il a fait, parce que Secrets, avant le live, tu le trouves nulle part, hein. Tu peux taper sur mon LinkedIn, il n'y a pas de lien, il n'y a rien. Lui, il est remonté sur mes posts de décembre 2024. Donc, imaginez le truc, décembre. Et il a vu l'ancien lien LinkedIn Secrets de l'ancienne page de vente que j'étais en train de mettre à jour. Il a cliqué dessus au moment où je l'avais mis à jour, du coup, et il a vu la nouvelle offre. Il a dit, c'est ça que je veux. Donc, il est carrément remonté 7 mois en arrière. C'est fou. Page de vente, obligé, pas obligé? Ah, quand on fait un truc comme ça, obligé. Challenge, live, page de vente pour moi. C'est le plus simple pour vendre. Et alors, c'est drôle parce que la page de vente, j'en avais pas pendant des années. Mais je faisais pas ça. Je faisais du one-one et je vendais en one-one. Je faisais des visios. Donc, j'avais pas besoin forcément de page de vente. J'expliquais et après, ça payait. Là, je fais un challenge. Tu apportes la valeur. Tu as la séquence de vente, on en reparlera. Et derrière, il y a le lien vers la page de vente qui déjà reprend ton branding, explique, elle est construite comme une page de vente, hein, donc douleur, projection, etc.
le bouton. Mais ce qui est drôle, c'est que pendant le live, il n'y a personne qui dit la page de vente, hein. C'est que je fais ma séquence, je leur dis, et ça fait partie de la stratégie, bon, les premiers, ils ont tel bonus. Et donc, les gens cliquent seulement, ils descendent à l'endroit où il faut payer et ils payent. Généralement, ça se passe comme ça. Parce qu'ils sont convaincus, enfin, ceux qui sont en live et qui achètent en live, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être plus convaincus que ça, quoi. Ils savent, Exactement. go, quoi. La page de vente, elle Donc, sert pour les autres. Ceux qui ouais. sont pas venus au live, qui vont découvrir mon offre par des posts LinkedIn et bientôt par mes mails. Enfin, les mails, Ok. il y a eu des mails, mais de Mm. vrais mails, on va dire. Communication, ça c'est bon. Quand tu en parles tous les jours. Oui. Est-ce que tu as une communication spécifique qui change pour arrêter de parler du challenge, mais parler du live? Tu vois, est-ce qu'il y a un moment où tu switches comme ça parce que bah on te rapproche du live et qu'on a envie qu'il y ait plus de monde possible? Est-ce que ça dépend de là où tu en es du nombre d'inscrits? Est-ce que quoi qu'il arrive, tu le fais? En fait, c'est une très bonne question parce que je ne parle finalement que du live dans mes posts et pas tant que ça du challenge en lui-même. Je lui dis, il y Ok. a un live qui arrive tel jour, on va voir ça, on va voir ça. Clique Mm. là, il y aura des choses en plus, mais généralement, je n'en dis pas plus. Et quand ils cliquent, ils ont la page d'inscription du coup du challenge qui présente le live et qui présente le challenge en lui-même, donc les 10 jours avec les 10 vidéos, etc. Mais dans mes posts, dans ma communication, en fait, je parle des lives ou du live et pas du challenge en tant que tel. Il y a le mot Ouais. challenge qui sort dans le post, mais c'est pas le cœur du post. Alors moi, je vais t'expliquer un peu ma stratégie, c'est que moi, mon objectif ultime, c'est que les gens soient présents pendant le live. Et donc, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que la première fois, j'avais communiqué sur le challenge en lui-même, et il y a des gens que ça a effrayé, parce que ils se disent, ah mais attends, 10 jours de challenge, parce qu'en fait, les gens vont interpréter, si je leur dis que je leur envoie une vidéo par jour, pendant 10 jours, ils vont interpréter que c'est Ouais. 10 jours de challenge, par exemple. Mm. Et il y en a qui se disent, non, non, mais j'ai pas le temps pour ça. Je voulais juste un petit truc, un petit live et tout. Et donc, je me suis dit, je vais faire l'inverse. Je vais juste parler du live parce que finalement, moi, je veux des gens soit qui participent juste au live, ça me va, parce qu'ils auront la valeur et c'est ceux qui n'ont pas le temps, etc. Ils veulent pas rentrer dans un groupe WhatsApp, ils veulent pas avoir les 10 vidéos par jour, enfin les vidéos sur 10 jours, ils veulent pas appliquer avant, ils veulent juste c'est 1 heure et demie. Et il y aura les autres qui ont le temps, qui veulent prendre le temps. Et donc, le point commun, c'est le live à la fin. Et donc, c'est pour ça que je ne connais pas trop sur le challenge en lui-même, sur tout ce qu'il y a dans le challenge, et juste surtout sur le live, et tu le découvres quand tu t'inscris, finalement. Là, tu disais au début que du coup, atteint ton, t'as pas atteint ton objectif du nombre de présents Ouais. en direct. Qu'est-ce que tu mets en place pour convaincre les gens d'être là en live, du coup, pour atteindre cet objectif que tu t'es mis, que bah, cette année, t'as pas réussi à atteindre, mais peut-être l'année prochaine? Qu'est-ce que tu as déjà mis en place? Qu'est-ce qui marche moins? Ce qui marche vraiment du tonnerre, c'est mes posts LinkedIn, parce que j'ai une grosse stratégie, et je vais parler de douleur. Je vais parler de douleur de la cible, je vais parler de sa situation actuelle sur LinkedIn. Donc, le fait que bah, depuis janvier, le reach, il a baissé, que tu stagnes à 900 à pression. Je vais te donner des choses très factuelles. En fait, je reprends vraiment tous les verbatims de mes clients actuels, en one-one notamment, ou des promotions précédentes de LinkedIn Secrets, et je transforme ça en post LinkedIn, souvent. Donc ça, pour toi, c'est ce qui... Est-ce qu'il y a un Ouais. replay ou pas pour ton challenge, pour ton live? Pour le live, non, il n'y a pas de replay. Ouais, donc il y a pas de replay et donc pour toi, le fait de parler des douleurs les encourage à venir en présentiel? Ça, c'est un point, la douleur. Ensuite, il y a la promesse. C'est-à-dire que le fait, par exemple, dans le masterclass, enfin, dans le live gratuit, que je vais donner le GPT pour rédiger, que je vais offrir ceci, des bonus, ça attire beaucoup les gens, notamment. Et je Les pense, ressources les exclusives, ouais. ressources exclusives, exactement. Ça attire. Donc, je parle énormément. En fait, à chaque post LinkedIn, littéralement chaque post LinkedIn, je rappelle à la fin du post les bonus exclusifs et ça marche bien, la plupart du temps. Donc, c'est la deuxième chose qui marche bien. Troisième chose, c'est les ambassadeurs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de recommandation qui se fait quand un ambassadeur va publier et poster à son réseau, lui demander de rejoindre le challenge LinkedIn. Et comme c'est un intermédiaire de confiance qui fait le post, eh ben, il y a pas mal d'inscriptions qui se font via ce biais, via les autres posts LinkedIn de mes ambassadeurs. Ça marche bien aussi. OK. Donc, c'est les Et 3 points qui attirent le plus les gens sur LinkedIn. Le quatrième, c'est pas tant un aspect stratégique, mais c'est une conséquence. C'est que pour atteindre mes objectifs,
il faut que je fasse énormément d'impressions qualifiées. C'est-à-dire, c'est des impressions auprès de la bonne audience. Parce que moi, cette année, là, en juillet 2025 et en juin, j'ai travaillé les impressions. Ça, je suis bon, je suis au top. Je pense que je ne peux pas faire beaucoup plus que ce que j'ai fait. J'ai mis en place une stratégie de contenu qui m'a permis de faire presque 2 millions d'impressions sur la période de communication du challenge. Ce qui, en C'est énorme. 2025, est sur LinkedIn presque impossible. Mais on l'a fait, c'est très bien. Euh, mais même malgré ça, j'ai pas atteint les 1000 inscrits. Tu vois? Ouais. Ouais, ouais. Après, tu as atteint ton objectif de vente, donc tout est Oui, tout est relatif. relatif, tout à fait. Tout est relatif. Voilà, c'est intéressant. Faut pas je pense qu'il faut pas non plus trop se focus, en effet, sur combien est-ce que tu veux atteindre de personnes. Tu t'es mis 1000, c'est déjà bien, tu avances dans cette direction. Mais ce qui est hyper intéressant, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place pour. Tu avais 798 inscrits et 390 présents. Tout à fait. Et donc, est-ce que par exemple, donc au niveau technique, les gens s'inscrivaient sur Calendly et recevaient une invitation dans leur calendrier? Tout à fait. Est-ce que tu avais eu des mails de rappel en disant ça commence dans 2 heures, ça commence maintenant? Tu as envoyé combien d'emails, enfin de De rappels rappel. à travers Calendly Tout à fait. pour dire ça commence? Ouais. Donc le jour même, tu as 2 rappels. Et sur toutes les 2 semaines pré-live, tu as 3 ou 4 mails. Là, plutôt des mails de chauffe, plutôt que des mails de rappel. C'est plutôt, on va rappeler, on va faire des posts, enfin des mails un peu storytelling. Donc ça, je l'ai. J'ai d'ailleurs mis ma collaboratrice là-dessus. C'est elle qui a rédigé les mails. Donc ça, on l'a fait. On l'a fait, ça a bien marché. On n'avait pas de stratégie particulière, on a juste fait des mails de chauffe et les mails de rappel le jour J. Là, j'avais juste pour juste finir sur les mails, on avait un mail aussi. On l'a pas fait cette fois-ci, mais en décembre on l'a fait. On avait un mail pendant le live aussi qui arrivait à 13h45 pour dire aux gens dans quelques minutes on offre et là on mettait la ressource exclusive la plus demandée. Donc par exemple, on offre le GPT l'assistant IA. L'année dernière, en décembre, on l'avait mis, ça avait bien marché. En fait, on a vu à 13h45, enfin 13h45, 13h50, le nombre de participants monter. Mais plus Ouais. que juste pas les petites inflations, vraiment, on l'a vu monter. Voilà, ça, c'est le mail, ça, tu vois. Ça, c'était pas mal. C'est bien, mais le désavantage entre guillemets là pour le moment, c'est que comme tu utilises Calendly, t'as pas les statistiques de Non, il y a combien de personnes qui ont vu tes emails, rien. le taux de clic, le machin et tout. Et c'est aussi pour ça que c'est ultra important d'investir dans une liste email, de construire sa liste email. On parlera après de tout le reste, mais Ouais, là, par exemple, en fait, tu peux pas savoir quel est l'email qui a le plus marché. Tu peux pas savoir. C'est difficile d'avoir cette rétrospective pour la prochaine fois, quoi. Donc moi, je dis toujours, si tu peux pas mesurer, tu peux pas améliorer. c'est exactement ça. Donc, si Alors, t'as pas les données, en plus, j'ai tellement un truc à te raconter là-dessus, ça rejoint totalement ce qu'on vient de dire, mais du coup, ça va nous sortir un peu des mails, mais c'est par rapport aux posts LinkedIn. En fait, ce que tu dis pour les mails, ouais, moi, je conseille aux gens d'appliquer la même méthode pour les posts LinkedIn. Il faut savoir quels sont les posts LinkedIn qui ont le mieux marché. C'est-à-dire qu'on fait le plus d'inscriptions, qu'on attire le plus de personnes, etc. Je fais ça, moi, de mon côté, sur les posts LinkedIn. Je sais quel est le post LinkedIn qui m'a fait le plus inscrire. Mais sur LinkedIn, tu vois, on a une grosse frustration, c'est qu'on manque d'outils efficaces pour vraiment tout traquer. Contrairement aux mails, tu vois, les mails, c'est bien rodé, on a les bons outils pour ça, et on manque un peu de ça sur LinkedIn. Donc j'ai toujours cette frustration, mais sur LinkedIn, on ne peut pas tout mesurer. mais est-ce que tu sais si toi, c'est la plateforme qui limite ça ou parce que tu vois, par exemple, LinkedIn, ils aiment pas trop, bah, forcément qu'on fasse sortir de la plateforme, c'est pas forcément leur stratégie. Mm. Donc on n'a pas le nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien, par Voilà, exemple, par exemple. tu vois? Donc mais est-ce que, par exemple, si tu mets un lien avec un tracking UTM, finalement, tu peux savoir? Est-ce que ça, c'est des choses que tu mets en place? Alors, non seulement on l'a mis en place, mais on a vu les avantages et les inconvénients de ça. OK. On a pris, je vais donner le nom hein, de l'outil, c'est tap.it qu'on a utilisé. Donc Ouais. T de AP.it, que Ouais, je mettrai le lien aussi en description. beaucoup d'influenceurs LinkedIn utilisent. Donc, moi, je me dis, allez, on fait les choses bien. Sur tous mes posts LinkedIn, je mets un lien tap.it différent. Comme ça, au moins, je sais pour chaque post LinkedIn combien de clics, etc. Je suis très content. Premier jour, on fait ça. J'ai une de mes ambassadrices qui m'appelle en panique, qui me dit, Alexis,
j'ai mis le lien t'as pointé parce que du coup, j'en ai mis aussi un différent dans tous les posts des ambassadeurs. Autant faire le truc jusqu'au bout, Oui. tu vois. Et là, elle me dit, non, mais attends, il y a une de mes clientes qui a voulu s'inscrire, le lien n'a pas marché. Et là, je me suis rappelé d'un truc, en fait, et ça, on le dit, il n'y a personne qui en parle sur LinkedIn, je trouve ça fou, c'est que de temps en temps, les liens traqués vont pas marcher pour certaines personnes. Et ça, c'est fou. Et donc, dès qu'elle a dit ça, je me suis dit, bon, j'ai réfléchi 2 minutes quand même, je me suis dit, est-ce qu'on perd 5% des gens ou est-ce qu'on enlève tout et on veut maximiser vraiment le nombre d'inscrits? On a fait la balance et on a tout enlevé. Tout. J'ai recontacté tous les ambassadeurs, tu vois, et on a... Mais pour moi, c'est pas un risque si c'est fait de manière stratégique. Ouais, Tu as réfléchi, tu le fais de manière consciente, tu sais quel est ton objectif. c'est Pour le ça. moment, aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est d'avoir ce nombre d'inscrits. Exactement. Ah, c'est un gros risque quand même. Ouais, Enfin, ça peut paraître comme un gros risque, mais moi, je trouve que voilà, quand tu le fais de manière stratégique, tu as une raison. Donc, on a c'est une raison. pas. Et tu vois, la prochaine fois, tu vois, sûrement, tu vois, peut-être quand je ferai de la pub, je vais sûrement laisser les liens, tu vois, pour le coup. Oui, Parce que là, je me dis, bon, l'objectif, c'est plus tant. Là, j'ai mis les moyens et les outils pour justement maximiser mon nombre d'inscrits. Je fais de la pub, il y aura la liste email cette fois-ci, etc., etc. Donc maintenant, j'ai envie de traquer les résultats de mes posts. Et même si je perds 5% des gens pour qui ça va pas marcher, c'est pas grave finalement. ok, cool. Je te propose qu'on clôt le chapitre avant et qu'on ait vraiment donc quelle est ta stratégie de vente? Quel est ton levier de vente? On n'a pas parlé du prix, donc on va parler là tout ce qui est, urgence, promotion, place limitée. Voilà, comment est-ce qu'on fait ça sans paraître, authentique, enfin, en paraissant En authentique parasite authentique, justement, oui. en paraissant authentique et sans frustrer les gens, sans mettre cette pression marketing, où les gens se disent: «Non mais de toute façon il fera un autre lancement, pourquoi j'achèterais maintenant?» ou, «Il y aurait une autre promotion après, donc ça sert à rien que je l'achète maintenant». Voilà. Comme on dit, les gens sont quand même plus éduqués maintenant en Bien 2025 sur sûr, ces sujets-là. Donc totalement. qu'est-ce que tu as mis en place pour vendre? Déjà, avant même ce que j'ai mis en place, quelques principes élémentaires. On respecte toujours ce qu'on dit. On annonce quelque chose, on le fait, tout simplement. Par exemple, on annonce qu'on va donner une ressource gratuitement, on la donne gratuitement. Mais j'insiste, parce que ça, on va forcément te tomber dessus si jamais tu le fais pas. Et encore mieux de respecter les horaires. Donc, si on annonce une ressource à 14h15, on ne doit pas l'avoir à 15h15. Ça, c'était mon erreur que j'ai faite au premier challenge. J'avais annoncé une ressource à 14h. Ils l'ont eu à 14h45, je crois. Donc, ça a fait mal. Donc, ça, c'est des principes de base. On respecte ce qu'on dit. Je dis ça parce que, notamment, on peut être tenté de se dire, bon, j'ai fait 4 jours de vente. J'ai dit que ça se finissait le samedi 6 ou samedi 5 juillet. Mais en fait, ça marche tellement bien. Allez, je rouvre la semaine d'après. Ben non, tu rouvres pas la semaine d'après, même les semaines Ouais. suivantes. Donc moi, pour moi, c'est le principe de base. Peu importe ce que tu annonces, après, il faut annoncer des chutes, voilà, de manière éthique et tout, mais déjà, tu respectes ta parole. Première chose. Ensuite, moi, pour vendre, mon deuxième chose que je fais, c'est que je vais construire la séquence de vente du live. Voilà, je dis les b.a.-ba, mais c'est comme ça. Séquence de vente, c'est-à-dire qu'il y a un moment de ton live qui est dédié à la vente avec des slides qui sont dédiés à la vente. Avec le contenu des slides, j'y reviendrai juste après. Et maintenant, moi, ce qui est important, c'est c'est un peu de construire ta séquence de vente comme une landing page, comme une page de vente, du coup. C'est-à-dire que je vais commencer par parler des douleurs de la cible et de sa situation actuelle. Et pour ça, je vais aller, et ça je fais ça du coup avant le live et quand je construis les slides, c'est que je vais aller chercher en fait tout ce que mes clients m'ont dit, bien sûr, tous ces mois, toutes ces années, mais surtout ces mois, ces derniers mois là, parce qu'il faut des choses récentes sur LinkedIn, parce que parfois les douleurs peuvent changer en fonction de la période sur LinkedIn. Donc ça, je vais chercher, je vais l'intégrer dans ma séquence de vente. Je vais intégrer mot pour mot ce que les gens me disent ces dernières semaines. Je vais intégrer aussi, et ça, si je peux le donner en exclusivité, c'est que, on se rappelle, j'ai fait des posts pendant 2 semaines, où j'ai fait des posts douleurs, où j'ai fait des trucs, et moi, j'ai beaucoup d'engagement, donc j'ai des gens qui commentent. Et donc, souvent, j'ai des Oui. commentaires douleurs de ma cible. Des gens qui disent, ah mais oui, t'as raison, moi j'ai ça qui m'arrive en ce moment, etc. Parfait, je prends ça, et je mets ça Hein? dans ma séquence de vente et dans mes slides. Ça, c'est magnifique. Ça marche très, très bien. Pareil, il y a des gens qui me font des retours par rapport aux vidéos sur WhatsApp. Je reprends tout ça si c'est des commentaires doux.
OK. Donc, je construis mes slides séquences de vente. Ensuite, je me dis sur quel levier je vais jouer. Maintenant qu'on a fait la douleur, je vais me mettre à leur place, etc. Sur quel levier je vais jouer. Premier levier, et c'est là où je vais me distinguer des autres, c'est que souvent on fait un peu culpabiliser la cible. On me dit, bon voilà, si tu veux changer de vie, si tu n'as pas changé de vie encore, c'est ta faute, il faut que tu te reprennes en main, etc. Donc ça, je l'ai vu ça dans tous les benchmarks que j'ai fait des autres challenges, et je me suis dit, je ne vais pas du tout faire la même chose. Parce que déjà, moi, dans la vraie vie, je culpabilise pas les gens. Je leur dis pas, t'es nul, et c'est en prenant ma méthode que tu vas le dire trop fort. Non, c'est pas moi ça. Et moi, je fais l'exact inverse. Je vais leur dire factuellement ce qu'ils ont fait comme effort sur LinkedIn. Donc, ma séquence de vente commence toujours pareil. Je vais leur dire, regardez, je fais un screen. Il y a 300 personnes qui ont vu pendant 10 jours les 10 vidéos. On est ensemble depuis 2 heures sur LinkedIn. J'en vois plein. Ils ont posté en plus. Ils m'ont envoyé leur post en message privé. Il n'y a personne qui a le droit de vous dire que vous foutez rien sur LinkedIn. Personne. Et là, je leur dis factuellement, et je leur montre en fait factuellement qu'ils font des choses sur LinkedIn, qu'ils font des efforts, que c'est pas des gens qui font rien et des gens qui sont nuls. Et là, en fait, je crée cette connexion avec mon audience, ça galvanise tout le monde, et du coup, je leur dis même, mais soyez fiers de vous. Dites-vous que vous avez fait des efforts, et là, dans le chat, ils le disent, oui, tu as raison, on fait des efforts, etc. Et là, je peux commencer ma séquence de vente, parce que voilà, on est sur la même longueur d'onde là maintenant. Pas de culpabilisation, mais plutôt, C'est mis d'accord sur voilà, le point de départ. exactement. Et là, ça roule tout seul. Après, je présente du coup les douleurs, parce que je leur dis, bon, ok, vous faites des efforts, mais factuellement, combien m'ont dit que depuis le mois de janvier, ils ont des impressions divisées par 3. Et là, je commence à énumérer les douleurs. Ils disent, ah mais oui, tu as raison. Ensuite, ensuite, du coup, ce que je vais présenter, c'est que je vais présenter ma situation aussi. Je vais leur dire, bah voilà, moi, tout pareil. Vous ne croyez pas que c'est réservé qu'aux petits créateurs ou peu importe. Pareil, ça a diminué. Mais regardez, là où tout le monde a baissé pendant 6 mois, moi aujourd'hui, j'ai fait des posts à 1 million il y a 2 semaines. Donc c'est possible de retrouver de la visibilité. Donc là, je leur montre que factuellement, c'est possible, par exemple, leur grosse douleur, c'est d'avoir la visibilité. Donc là, je leur montre qu'il y a des solutions qui existent, et après, je montre que c'est moi la solution. Donc ça, c'est le premier levier que j'utilise, qui marche à chaque fois, et que je renforce, que j'améliore vraiment de challenge en challenge. Ensuite, on présente l'offre. Une fois qu'on a dit la solution, on présente l'offre. Et on présente les bonus. Les bonus, les fameux bonus Faire les exclusifs. bonus. Les bonus exclusifs. Et Mhm. moi, ce que j'ai fait pour mon lancement, c'est qu'il faut connaître aussi son marché, c'est hyper important. Qu'est-ce qui se passe dans ma chaîne d'information en ligne en ce moment? Eh bien, les gens commencent à avoir un ras-bol des formations qui sont en autonomie asynchrone ou ils sont livrés à eux-mêmes. Moi, j'ai même quelqu'un il y a un an qui m'a dit, qui m'a posé la question en live, je m'en souviendrai toute ma vie, il m'a dit non mais je connais ce type de formation. On va acheter et tu vas disparaître. Il y a quelqu'un qui pensait que j'allais disparaître, littéralement. Mais disparaître. J'allais vendre et j'allais me casser. Et donc, Oui, c'est un peu il y a eu l'essor de la formation en ligne depuis 2020 et c'est vrai que il y a beaucoup de formations en plus, c'est un accompagnement que tu proposes, c'est pas vraiment une formation en ligne, enfin, c'est aussi c'est une exactement ça. distinction à faire. Hem, donc il y a les gens qui se tous les gens qui ont sauté sur l'opportunité de faire des produits digitaux, mais déjà au niveau pédagogie, donc tu as cette 1re chose parce que forcément quand c'est pas pédagogique et que c'est que des vidéos à regarder, bah, on est en 2025, ChatGPT peut dire la même chose. Donc ça a aucune valeur ajoutée. La 2e chose, c'est jusque-là, jusqu'en 2024, je pense, en effet, les produits digitaux 100 en autonomie, c'était possible. Donc ouais, tu vendais ton truc et les gens disparaissaient. Maintenant, en fait, c'est plus possible. C'est plus possible parce que les gens se sont rendus compte de la limite. Les gens se rendent compte que pour payer ce genre d'accompagnement, OK, certes, ça demande moins d'argent, mais quand tu veux passer au palier supérieur, il faut te faire aider et donc je pense que c'est important de suivant à qui tu veux adresser aussi ton produit, de bien se rendre compte que c'est plus possible de faire du 100 asynchrone si tu vises des prix élevés. Je te dis pas un petit produit et même un petit produit, moi, tu vois, dans mes petits produits, je rajoute de l'asynchrone. C'est-à-dire que quand la personne, elle a fini son truc, si elle veut me le soumettre, moi, je lui fais un loom ou un vocal pour, en fait, lui faire un retour personnalisé sur mon temps à moi quand j'ai le temps dédié. Donc c'est pas aussi prenant que, mais il y a une vraie valeur ajoutée.
Mais tu peux plus, c'est clair que sur des petits produits, c'est encore accepté parce que les gens, ils réalisent qu'ils mettent moins d'argent. Dès que tu passes un niveau de prix, c'est fini et en effet, ils achètent le produit pour toi. C'est ça, hein, c'est toi qui tu es. On est dans l'ère du personal branding. On n'achète plus un produit pour son utilité, on achète un produit parce que, ça va nous être utile, mais en plus, on a confiance sur la personne qui nous le vend et ça, c'est ultra important. Ah, mais tellement. Et tu vois, pour continuer un peu ce fil rouge, c'est que pour moi, je pense que pour faire une bonne vente, une bonne séquence de vente, tu as besoin d'identifier ces tendances de ton marché, de te dire, OK, qu'est-ce qu'on reproche finalement à moi, les formateurs en ligne, dans le digital, dans le marketing surtout, et même le marketing des réseaux sociaux. C'est quoi les travers de ce milieu? Donc moi, je les étudie souvent. Et justement, mon objectif, c'est d'en faire un argument de vente pour dire que je vais à l'encontre de ces travers. Tu penses que tu vas être abandonné? Pas du tout. Il y a un coaching, il y a du coaching illimité en groupe avec moi spécifiquement, pas avec ma collaboratrice, mais moi, tu vois. Et j'ai montré, hein, dans ma séquence de vente, je leur ai montré mon calendrier en direct. Je leur ai dit, ben voilà, il est là le calendrier, il est ouvert, vous avez vu, vous pourrez réserver dès que vous inscrivez, vous pouvez réserver et on sera ensemble. Et rien que ça, cet argument, ça a augmenté le nombre de ventes, ça a augmenté la conversion parce que la plupart des gens, moi, je le vois même avec mes clients actuels, donc ceux qui sont rentrés il y a 2 mois, ils ne rêvent que de ça, que de faire du one-one ou du coaching de groupe avec moi. Tu sais que tu voulais sortir un peu de l'opérationnel. Mm. Ça, pour le coup, c'est pas sortir de l'opérationnel du tout. Non. Comment est-ce que tu vis cette dualité de, mon entreprise grandit et il faut que je prenne ma place de CEO, quoi, parce que Mhm. c'est vraiment ça. Mais en même temps, mon business, c'est moi, c'est tu vends pas une marque, tu vends du Alexis. Tout à fait. Eh ben, en fait, c'est assez simple. C'est qu'il faut voir les choses étape par étape. Moi, l'étape finale, c'est de sortir de l'opérationnel. Déjà, pour faire ça, il faut que je réfléchisse de manière générale, que je prenne de la hauteur à tout mon modèle, mon business model. Donc, moi, j'ai fait pendant des années que du one-one. Donc, je prenais les gens en one-one et mon agenda débordait, littéralement. Et c'était que moi. Aujourd'hui, je suis dans le modèle intermédiaire. Je me dis, OK, cette fois-ci, je vais prendre les gens toujours. C'est toujours moi qui vais les accompagner, mais ils seront en groupe. Donc, c'est pour ça que l'Indicyclette, c'est mon offre principale maintenant. Et donc, je peux avoir 50 personnes en groupe, mais c'est une fois. Une fois, 50 personnes, je leur réponds. C'est mon énergie en plus. Je peux rester des heures en live. Et demain, donc dans un an, dans même un peu moins d'un an, l'objectif, la roadmap, c'est de me dire, OK, j'aurai des coachs LinkedIn avec moi qui vont s'occuper de faire la plupart, en fait, des lives, à qui j'aurai transmis ma méthode, qui apprendront le même niveau de valeur, le même niveau d'énergie et de motivation à mes clients, de la même manière que je leur apporte aujourd'hui. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on sort de l'opérationnel petit à petit. Là, je suis dans la phase où, bah, pour l'instant, c'est moi qui fais les coachings, mais déjà, on a évolué, c'est des coachings de groupe. Donc, paradoxalement, j'ai beaucoup plus de clients, mais j'ai moins de coaching aujourd'hui. Mais c'est hyper stratégique et c'est hyper important d'y penser, en effet. Ouais. Où est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu, parce que c'est le one to one, on le sait tous, ça peut être très, très, très fatigant. OK. Donc, sur ce niveau-là, la vente, donc finalement, tu déroules et finalement, tu présentes l'offre LinkedIn Secret et donc tu présentes les bonus avec donc les arguments de vente où tu te démarques du marché, donc avec ce coaching illimité. Coaching illimité, là, les gens, tes clients te disent: «Waouh, c'est génial!» Tous les autres coachs te disent: «Mais c'est de la folie de proposer de l'illimité». Exactement. Et moi, j'ai eu les messages, hein. J'ai eu les messages, c'est de la folie, tu peux pas proposer ça, pas à ce prix-là. J'ai eu toutes les remarques, mais c'est pour ça que c'était un bon argument. Parce que déjà, c'était pas de la folie. Moi, je connaissais mon énergie. Je sais, et en plus, c'est moi qui décide des moments où je pose des créneaux. Par exemple, ce qu'on a fait, c'est que généralement, ils ont entre 2 et 3 créneaux par semaine qu'ils peuvent réserver. Donc, qui sont ouverts, hein, en tout cas. Et ils réservent quand ils veulent, autant qu'ils veulent. Donc ça, c'est super argument, mais je peux m'autoriser à faire des pauses. Par exemple, en août, on a fait une pause. On a fait une pause de 2 semaines en août. Très bien, pas de souci. Donc, tu vois, coaching illimité, mais selon mes règles à moi, et les gens sont tellement OK là-dessus. Donc, quant à ça, il fallait que je le teste, je l'ai testé, ça marche très bien. Donc ça, premier argument, c'est le coaching illimité, et je l'ai même mis en gros dans la page de vente. Mais je reviens quand même à ta question initiale, quand même, pour retrouver le fil, c'était les leviers que j'ai utilisés, parce que c'est pas le seul levier, hein. Oui, tu raison. Le, Ouais. le coaching illimité, tout ça, donc se distinguer de son marché, aussi en termes d'offres, de propositions,
C'est pas la seule chose. Après, on a des leviers très marketing. Par exemple, le FOMO. Donc, le FOMO, c'est que je vais dire, eh ben, cette offre, elle est disponible en promo jusqu'au samedi 5 juillet, 23h59. Ça marche très bien. C'est pas l'argument qui marche le mieux, selon moi. C'est l'autre, ce qui vient juste après. C'est de dire, bah, les premiers qui s'inscrivent ont un bonus supplémentaire. Mais pas un petit bonus, pas des prompts ou je sais pas quoi. Ils ont ce qu'ils veulent tous, du one-one. Une session de one-one. Donc, à chaque fois, je me fais avoir parce que au début, j'en ai mis 10. Les 10 sont partis en 30 secondes la première fois, donc en juillet 2024. Je l'ai remis 10 comment ça s'appelle en décembre, pareil. Et là, j'ai ouvert avant. Mais bon, pareil, c'est parti en 2 minutes. Donc, c'est ça qui fait que les gens se jettent. Et pour te dire, je reçois des messages de gens ils ont tellement peur d'avoir raté le coche, ils m'envoient un message après pour dire non, mais je suis bien dans les 20 premiers, hein. Vas-y, tu me confirmes, etc. J'ai vraiment des gens en panique dans les messages privés. Et des gens qui croient. Et en fait, il y a des gens, ils pensent que ça va aller normalement. Ils se disent bon, les 20, ils vont se faire en 5, 10 minutes. Et donc, ils ont payé en 4. J'ai quelqu'un, elle a payé en 3 minutes. Hein. Elle a eu un petit bug, elle a payé 3 minutes. Elle m'a dit bon, Alexis, tu peux m'envoyer le lien du coaching one-one parce que je sais que je suis parmi les 20 premières. J'ai fait t'es 30e. Et là, elle n'y a pas cru. Elle n'a pas cru, je lui ai montré qu'elle était 30e. Mais elle m'a dit ah, dommage. Elle a même pas mal pris parce que là, on peut penser que ah, mais non, elle va mal le prendre et tout. Pas du tout. Elle dit bon, bah, c'était les règles du jeu, je serai plus rapide la prochaine fois. Toi, tu fais réduction du prix jusqu'à une certaine date et bonus pour les premiers. Exactement. Bonus pour les premiers. FOMO, à la fois sur j'apporte de la valeur et je fais des réductions. Tu as eu combien de ventes pendant la masterclass? Enfin, ton live? J'en ai eu 37. 37 pendant. Pendant. Et Donc, donc, pendant les 30 minutes là. moi j'ai vu, parce que donc j'ai assisté au live pour aussi me faire ma propre idée, j'ai vu des commentaires là dans le chat à ce moment-là, quand on est passé sur la partie vente, qui était franchement pas très sympathique, sur le fait qu'ils avaient en gros l'impression que bah, tu étais passé pour le coup en mode vente et que quand tu as dit bon, allez, vas-y, go, go, c'est parti, là, c'est maintenant qu'il faut payer parce que si vous voulez avoir le one-to-one, les parts placent vite. Et en fait, tu étais tellement dans une énergie de allez, c'est parti, machin. En fait, il y a des gens qui l'ont pas bien vécu, entre guillemets. D'où les commentaires négatifs, je pense. Est-ce que tu estimes que toi, là, t'es passé en mode vendeur un peu trop pushy, en disant t'as un peu trop forcé et que tu t'en es rendu compte pendant, après, et tu dis je vais faire autrement, ou en fait tu dis non, en fait c'est moi, c'est mon énergie, je suis là, et bah t'apprécies pas, bah c'est pas grave, c'est moi quoi. Enfin, tu vois, comment tu vis ça? Parce que je sais pas si toi t'as vu les messages, parce qu'il y a quand même beaucoup de messages pendant le live. Non seulement j'ai vu les messages, mais j'ai reçu des mails derrière. Donc, je peux te dire que je l'ai vu 2 fois, le truc. En fait, c'est un peu des deux. Je sens que je suis pushy dans cette période-là en particulier, la période de la vente. Je pense honnêtement que je fais un peu une sortie de personnage, on va dire, dans le sens où je suis plus pushy que d'habitude. Je suis pas comme ça d'habitude quand je vends des trucs. Mais c'est une stratégie que j'adopte de ce moment-là, en fait, d'en faire un peu plus, de mettre un peu plus d'énergie, de dire bah, c'est le moment, il faut y aller, là ça vend, les gens s'inscrivent, si tu veux ton coaching, c'est maintenant. Parce que déjà, c'est ça qui marche. En tout cas, de mon côté, ça a marché à chaque fois. Et vraiment, mais je ne fais pas du tout attention aux remarques des gens là-dessus. Mais t'aimes pas, mais en fait, c'est très simple. Tu peux sortir du live. Mais c'est vraiment, en fait, tu vois, les messages, je les vois après coup parce que moi, je relis, petit truc que je dévoile en live aussi. Moi, je relis après le live, le lendemain, par exemple, je relis tous les commentaires. Et j'ai 2000 commentaires à chaque live. Donc, je relis tout. tout, tout, tout. Donc, je me prends tout. Je me reprends tout, les bons comme les mauvais. Et franchement, ceux qui m'ont mis des critiques, des remarques, de je sais pas quoi, je les ignore, tout simplement. Je les ignore. Moi, je sais pourquoi je fais ça. Et je dis, et ce que je répète à mes clients d'ailleurs, je leur dis, si vous adoptez une stratégie à un moment, elle va pas plaire à tout le monde. Il y a très peu de stratégies qui font l'unanimité. Donc, déjà, tu pars avec ça. Il y a des gens qui critiquent. C'est pas grave. C'est normal, c'est la vie. Toi, tu le sais pourquoi tu le fais.
Tu sais pourquoi tu le fais, tu as tes résultats, donc fais-le. Juste, est-ce que tu es aligné, toi, avec ces stratégies? C'est toi le plus important, en fait, finalement. C'est toi. Est-ce que toi, t'es en accord, t'es raccord avec ces stratégies? Moi, je le sais, je suis conscient que j'en fais un peu trop pendant cette phase-là particulière de vente. Mais c'est assumé, je l'ai su, je l'ai identifié, et je me suis dit, bah tiens, c'est cette énergie, cette impulsion qui fait qu'on a les 37 personnes à la fin. Donc, eh ben, je vais continuer à le faire. Donc à la fin de ce live, on ferme le chapitre, tu es crevé et généralement tu es mort, tu vas te coucher. Qu'est-ce que tu fais après? Donc le live est fini, le challenge est fini, le live est fini. Les portes de LinkedIn Secret sont officiellement ouvertes pour combien de temps? Généralement, c'est 4-5 jours. Là, Donc pour que c'était 5 jours en juillet. OK. Donc pendant 5 jours, qu'est-ce qui change à partir de l'ouverture des portes? Déjà, ma charge de travail est divisée par 10 à ce moment-là, déjà, parce que parce qu'on a fait le live, on a fini les préparatifs du challenge, c'est passé. Donc là, on est vraiment en mode après live, où on est en mode vente, mais tout est déjà écrit, hein, la stratégie est prête, les posts sont programmés, les mails sont écrits quand il y a des mails. Et généralement, là, ce que je fais, le jour même, c'est que je coupe à 18h ou à 17h quand le live est vraiment terminé, qu'on a répondu aux questions. D'ailleurs, en fait, c'est pas fini à la fin du live, hein. À la fin du live, généralement, là, on va régler tous les problèmes. Et il y a toujours des problèmes. Toujours. Par exemple, les gens qui sont inscrits voulaient absolument réserver leur place dans le calendrier pour les coachings de groupe. J'avais mis le mauvais lien, calendrier. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on change le lien. Et je l'ai fait en direct pendant le live, hein. J'ai changé le lien. Ensuite, il y a des gens, ils ne voient pas le mail d'inscription qui confirme avec le lien vers leur espace. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On va leur répondre. Donc, généralement, j'ai toujours une petite période comme ça entre 1 heure et 2 heures de SAV. Mais ça ne dure jamais plus de 2 heures. Et ensuite, une fois que c'est terminé, donc là, il est 17h, 18h, je coupe tout, je ferme mon ordi, et là, je vais prendre ma collaboratrice, j'appelle mes amis et tout, et je vais manger avec eux. Voilà. Donc, Décompression. voilà, décompression totale. Et après, les jours suivants sont assez calmes, hein, parce que, alors, ils ne sont pas assez calmes, sont plus calmes parce que les posts vont tourner. Moi, j'ai ma stratégie qui est prête. Après, c'est que le lendemain, je vais aller voir tous les commentaires, du coup, ce que je te disais. Je regarde tous les commentaires, mais ce n'est pas que pour les lire. Je vais recontacter toutes les personnes qui, au moment de la fameuse séquence de vente qu'on a décortiquée, et ben, m'ont dit oui, moi, je veux. Donc, soit je veux le programme, soit je veux rentrer dans la ligne secrète, etc. Tous ceux qui m'ont dit oui, au moment où j'ai posé la question, donc on le voit bien. Et je vais tous les recontacter. Parce qu'en fait, il y en a certains qui, moi, ils ont dit oui. Moi, je regarde le tableau des ventes, je vois pas leur nom. Et donc, eh ben, je vais les recontacter. Donc ça, je le fais systématiquement et ça me fait faire des ventes en plus. En plus des mails qui tournent et en plus des posts qui tournent. OK. Voilà. Donc les posts, sur LinkedIn, c'est tous les jours après pendant 5 jours, mais du coup orienté LinkedIn Secret. Ouais, ça peut même être 2 fois par jour, là, pour le coup. OK, 2 Ouais. fois par jour. Les emails, c'est les suites de Calendly que tu avais programmées. Là, il y en a combien? Il y en a 3. Non, à peu près. Donc Ouais. 3 emails. Ouais. Pareil, difficile d'avoir des retours dessus vu qu'on peut pas Aucun. analyser les chiffres. Voilà. Et donc sur le live, tu reprends la liste et tu fais l'action sur ceux qui ont dit: «Oui, moi je veux». Oui. Là, qu'est-ce que tu leur proposes? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la discussion? La discussion, c'est qu'elle est très simple. Je pose une question. Je leur dis, déjà, je les remercie d'être venus au live. Et je leur dis, ah, mais tu as dit oui pour rejoindre les Secrets. Est-ce que tu as réussi à accéder à les Secrets? Donc, je leur pose la question de manière tout à fait innocente, comme ça. Et là, ils vont me répondre. Ils vont me dire, soit oui, soit j'ai. Parce que je recontacte tout le monde, hein, même s'ils ont pris, du coup, tout le monde est recontacté. Donc, soit ils vont me dire oui, c'est bon. Soit ils vont me dire non, et raison. Et il y en a, de temps en temps, ils me disent ah, mais non, ça a bugué, et j'ai pas réessayé. Donc là, on envoie le lien. Parfois, c'est non, je vais pas rejoindre. Ok, tu vas pas rejoindre. Et il y en a, ça peut être non, j'ai jamais dit que j'allais rejoindre. C'est pas ça que j'ai dit. Malentendu. Oups. Ah, bon, bah, oups, pour le coup. Donc, j'ai un peu ces trois cas de figure, qui sont très simples à Mmh. gérer, hein, généralement. Et la plupart des gens répondent à la question. Comme ils OK. ont. Donc 99% des gens se souviennent qu'ils ont dit oui, je rejoins. Et donc ils me répondent. D'ailleurs, si on veut être totalement transparent avec l'audience, je t'ai envoyé un message, Émilie, notamment. Oui.
aussi. Oui, oui, bien sûr Donc que tu, tu ouais, tu l'as reçu. Donc vraiment tout le monde. c'est ça. Est-ce que tu te souviens à peu près c'est combien de personnes? Tu vois, ça, je l'ai pas traqué, ça, effectivement. Parce que j'ai mis ça juste dans mon outil et j'ai pas regardé le nombre de personnes, effectivement. Tu vois, ça, je l'ai pas. Je peux pas te dire ça. Et sur les autres personnes qui étaient en live, alors déjà, c'est ça. Hmm, C'est là, avec LinkedIn, tu es pas capable de savoir parmi les inscrits qui était en live et qui était pas en live. exactement. OK. Donc sur toutes les autres personnes qui n'ont pas dit: «Oui, je suis intéressée», est-ce que tu mènes une action ou pas? Eh ben non. Non, j'y ai pensé à mener une action, mais il n'y a pas d'action pour eux. C'est-à-dire que là, tu rencontres quand même le point d'amélioration. C'est-à-dire que non seulement je mène pas d'action, et comme c'est un live LinkedIn, en fait, je sais même pas si ces gens viennent juste de LinkedIn parce qu'ils ont vu une notification, il y a un live en cours, ou c'est des gens qui étaient inscrits au challenge via la page calendrier et tout, et qui vont quand même recevoir les 3 mails. Tu vois. Donc ça, j'en sais rien. Ça, tu vois Ouais, là. ouais. Mais on voit bien la limitation de Hmm, l'organisation que tu as jusque-là. Elle marche jusque-là, tu es OK avec les résultats, mais on voit le potentiel qui est immense, qui reste encore, qui va arriver, ouais, parce qu'il y a 2 outils donc sur lesquels tu es en manque. C'est un système pour, tes emails, gérer tes emails et un système pour, gérer tes webinaires en ligne, enfin tes lives en direct. Pourquoi? Donc le fait d'avoir un outil spécifique pour faire des lives, ça permet d'identifier à toi ou à ta collaboratrice déjà qui est là tout du long et qui part quand. ça Parce va. que ça, voilà, c'est bien que les gens soient présents, c'est bien d'avoir un pic, mais les gens, ils arrivent, ils repartent. Des fois, ils ont pas le temps de faire l'entièreté, de la masterclass, sauf que bien sûr, le plus intéressant pour toi, c'est qu'ils voient le moment vente et pas uniquement le moment où tu apportes de la valeur parce que, bah, tu veux leur vendre et donc s'ils loupent ce moment vente, outre les bonus qu'ils loupent et ça, ils le font en pleine conscience parce que généralement, c'est quand même annoncé dès le début, c'est de se dire: tu finalement, ces gens-là, ils sont quand même assez chauds dans les prospects. Ils sont peut-être partis, bah, ils avaient peut-être un rendez-vous médical, des enfants à aller chercher, une réunion, tu sais pas. Donc déjà, tu sais pas pourquoi ils sont partis, ça se trouve, ça les intéressait pas et c'est OK, mais du coup, vire-le de Et ton CRM, c'est ça. c'est pas un prospect et c'est pas grave. Mais sur ces gens-là qui sont déjà chauds, en effet, tu pourrais déjà avoir, en effet, une conversation avec eux, leur proposer tu pourrais faire un micro live de 30 minutes pour représenter, LinkedIn Secret exclusivement. Vraiment quelque chose, en fait, où tu vas pouvoir, dire: «Bah, j'ai vu que tu avais loupé, j'ai vu que tu étais là, mais que tu es parti avant la fin. Si tu veux une présentation LinkedIn Secret où je te réexplique et cetera, sache que je refais un live de groupe de 20 minutes à telle date». Et là, tu parles c'est résumé des 3 grands points sur, qu'est-ce que tu as apporté comme valeur, redonner, les bonus avec les liens, des chats et cetera. Donc tu redonnes un petit peu de valeur et tu passes par contre beaucoup plus de temps sur la vente en réexpliquant LinkedIn Secret avec potentiellement, voilà, une approche qui est plus personnalisée à eux. Ils ont peut-être besoin d'entendre le message d'une autre manière aussi. Donc ça, c'est assez intéressant à mettre en place. Ça te demande pas beaucoup plus de temps. 30 minutes, mais ça permet aux gens qui ont pas pu être là parce que, bah, ça a duré combien de temps au total, ton live? Il a duré 2h20, le live. Là, c'est long, hein. C'est long. Donc c'est normal, enfin, c'est c'est une bonne longueur parce que on sait que si tu veux délivrer de la valeur et vendre, forcément, il y a et puis il faut présenter qui tu ton storytelling, ton machin, enfin, le gros package, voilà, c'est minimum une bonne heure, voire 1 heure et demie, donc 2h20, moi, ça me choque pas trop. Mais c'est normal qu'il y ait des gens qui peuvent pas rester jusqu'au bout. Et D'accord. donc, c'est intéressant de proposer un format vraiment plus court, mais qui est exclusif aux gens, qui étaient là et qui ont pas pu rester jusqu'à la fin. Mais ça, faut pouvoir le traquer, tu vois? Exactement. Donc, soit tu as ta collaboratrice qui note tous les noms et qui, au moment du tu commences ton pitch, compare, qui est-ce qui est là, qui est-ce qui est pas là. Donc à la mano, c'est un peu chiant, C'est un mais peu c'est chiant, hein. faisable. Ouais. C'est, enfin là, tu es quand même sur, plus de 700 personnes, donc Mm. c'est voilà, un peu relou. Mais clairement avec des outils, tu peux aussi, plus t'en rendre compte. Donc tu as ça qui est intéressant et surtout finalement, c'est tous ces gens qui sont pas venus en présentiel que tu exploites pas. Parce que bon, là, tu es pas capable de faire la différence, mais le jour où tu es capable de faire la différence, tous les gens qui ont dit: «Je suis intéressé par ce challenge, je suis intéressé par ce live»,
ça veut dire qu'en fait, ils rencontrent les problématiques. Ça veut dire que tu leur as parlé. Bien sûr. Donc en fait, eux, c'est des prospects qui sont plus froids. Forcément, c'est plus difficile de leur vendre que ceux qui ont passé 2h20 avec toi, hein, on va pas se mentir. Par contre, c'est des gens sur lesquels, faut que dans ton CRM, ils augmentent, enfin, ils aient un scoring qui soit plus élevé pour te dire, eux, c'est mes cibles pour la prochaine fois ou pour le one-to-one. En fait, après, t'as, pour le moment, tu pas encore d'offre, heu, qui remplit ça, mais tu peux faire aussi une stratégie de downsell pour le coup. Donc c'est tous les gens qui ont pas pris LinkedIn Secret et qui du coup vont potentiellement pas prendre le one-to-one parce que s'ils ont pas le budget pour LinkedIn Secret, ils ont pas le budget pour le Pour one to one-to-one. one, Mais du coup, quelque chose d'un peu plus petit sur lequel ils auraient envie de continuer à bosser avec toi, ou là, peut-être qu'il y aurait pas ton temps en effet, tout à mais fait. qui serait plus abordable pour eux. Donc, tu vois, c'est différents chemins qui te permet aussi de voir, OK, est-ce que, tu vois, tous ces gens-là qui sont inscrits là, dans ton CRM, je sais que tu travailles avec Airtable, est-ce Ouais. que les gens là, ils sont flagués comme, il s'est inscrit et donc potentiellement il est quand même intéressé parce qu'il a le problème? Ou est-ce que c'est, bah non, ciao, bye bye, ça retourne dans l'audience des 20 000 personnes sur LinkedIn? Pour l'instant, c'est ciao, bye bye, pour ces gens. Mais, enfin voilà, gros, tu vois, gros, je trouve il y a encore, énorme potentiel sur les next steps quoi, sur, pour aller, et te dire, même si là tu as «explosé» entre guillemets ton taux de conversion par rapport à ton objectif, c'est déjà bien, mais en fait tu peux encore aller, bien plus loin quoi, Ouais. avec les bons outils. Et tu vois, c'est parfait que ce soit un peu le moment de parler d'amélioration parce que comme j'ai envie de passer de 1000 à 5000 personnes inscrites Mmh, la prochaine fois, notamment grâce au mail, grâce aux listes email et grâce à la pub, et ouais, ben, souvent, moi, ce que je lis et ce que je vois comme retour d'expérience, c'est que le taux de conversion se dégrade un peu, oui, tu vois? c'est normal. C'est normal. Mmh. Donc là, si en plus, tu vois, je mets en place un peu ces nouvelles stratégies, que j'améliore, et on pourrait limiter la dégradation du taux de conversion sur C'est un ça. public beaucoup plus important. C'est ça, mais qui demanderait un effort de vente après lancement, qui est Ouais, plus important aussi, bien sûr, mais qui du coup équilibre aussi, l'effort que tu mets avant et l'effort que tu mets après, quoi. complètement. Donc, pendant les 5 jours suivants. Donc il y a ça en effet qui peut être, intéressant. Il y a l'option, moi je l'aime un peu moins cette option de se dire tous les gens qui ont pas été présents, eux, ils sont flagués du coup dans mon CRM comme, n'ayant pas participé, Mhm. c'est d'envoyer un replay exclusif. C'est-à-dire Ok, qu'il y a que eux qui ont accès au replay pendant, 72 heures. Voilà. Je l'aime un peu moins ouais. parce en fait, ça dépend de comment est-ce que tu annonces la couleur. C'est-à-dire que Mm. si on te pose la question: «Est-ce qu'il y a un replay?» et que tu dis: «Non», Bah ouais, bah, là, tu respectes plus ce que tu dis, tu vois? bah Par oui, contre, si tu arrives à ne jamais répondre à cette question, ce qui est pas forcément évident, on est d'accord, ça fait quand même une petite surprise qui est ultra agréable, pour les gens. Alors, il y a une manière de faire, hein, je l'explique dans mon podcast d'ailleurs, je donne exactement la séquence email à envoyer. En gros, tu envoies pas le replay en disant: «Salut, c'est le replay». C'est: «J'ai vu que tu étais pas là, tu as loupé quelque chose, c'était génial» et puis après, c'est: «Voici ce dont on a parlé. Bon allez, tiens, je te donne le replay pour 72 heures». Mais par contre, au bout de 72 heures, tu sais que c'est la fin de la promo quoi c'est qu'il ça. arrive, voilà. Mais tu as quand même, tu vois, c'est essayer d'engager un peu différemment. Toutes ces stratégies-là sont ultra intéressantes pour justement l'après et pour pouvoir capitaliser sur l'entièreté de l'effort que tu as mis pour cette masterclass, quoi. Hyper intéressant, Ça ouais. Tu vois, ça, j'y donc avais pas pensé du tout. mmh. Ah ouais, mais je suis contente de pouvoir t'apporter aussi Ouais, des points de vue un peu différents et tu vois, sur les axes d'amélioration, ce qui était hyper intéressant, ce que tu disais au tout début sur les ambassadeurs. Tu disais les ambassadeurs, c'est un de mes réseaux entre, les des influenceurs que je connais de mon réseau et cetera et des anciens clients qui ont pris en visibilité et qui du coup, sont capables de publier pour moi. Une corde qui manque à ton arc, je trouve, c'est de l'affiliation pure et dure. ouais, C'est trop su. d'offrir la possibilité à tous tes anciens clients de, pouvoir tout simplement, gagner une commission en faisant la promotion et là, tu as plus besoin de lien UTM. Ah bah oui, Vu que de toute façon, tu as le numéro d'affiliation, tu vois? c'est ça. Mais
Et donc ça, je pense que ça peut t'apporter une force de frappe qui est assez intéressante parce que les gens ont vraiment quelque chose à y gagner. Généralement, c'est quand même une petite commission, mais c'est du travail que toi, enfin, qui est vite rentabilisé pour toi, quoi. Totalement. Tu sais même ce que je Donc, pensais faire? C'est que tu vois, vas-y. là c'est super que tu parles de commission d'affiliation parce qu'on est en train d'envoyer le mail pour ça. De Ouais, manière générale, parce que je sais que je l'ai jamais fait, j'ai même jamais mis en place de commission, etc. Donc là, j'essaie de faire les choses un peu comme il faut là, à partir de la rentrée. Donc, on a ouais, le mail de l'affiliation qui va être envoyé là dans quelques jours à tout le monde. Tout le monde qui a été ancien ouais, client chez moi. Et ce que je fais là actuellement comme système, c'est qu'il y a des périodes où, en fait, les commissions explosent. C'est-à-dire que, tu vois, d'habitude, je sais pas, par exemple, pour du Lead Secret, ce serait 10% du Lead Secrets. Et le jour du lancement, enfin, les 5 jours du lancement, c'est beaucoup plus, tu vois, la commission. Alors, je peux la passer à 30% sans problème. Et donc là, on fait ça pour la rentrée, notamment sur LinkedIn ouais. Secrets, enfin sur l'accompagnement one-one. On fait ça, on l'a Mmh. augmenté. D'un moment, c'est 10%, mais là, on l'a passé à 400 euros de commission. Donc, Ouais. et donc, je pensais faire un truc comme ça aussi pour les lancements LinkedIn Secrets. Pour la commission, là, Ouais. t'as préparé le kit d'influence pareil ou pas? Ah non, il n'est pas préparé encore le kit d'influence. Donc, enfin, c'est un kit d'affiliation, hein, Ouais, mais je pense que en fait, il y a pas mal de choses qui sont similaires. C'est un guide sur comment recevoir ton lien affilié, enfin, mettre plusieurs choses, mais ce qui est hyper intéressant, c'est la description de ton programme, les bénéfices, ta cible, en fait, tout ce qu'ils vont avoir besoin pour faire la promotion pour toi. Donc, si tu as même un visuel avec ton logo de LinkedIn Secrets ou une démo de à quoi ressemble l'intérieur, enfin, tout ce qu'ils vont pouvoir utiliser pour pouvoir vendre à ta place. En fait, il faut le préparer en amont. C'est pareil, tu le fais une fois et puis après tu leur donnes donc ça peut être une page Notion sur laquelle, eux, ils ont accès et ils se retrouvent en fait avec toutes les infos, quoi. Donc c'est un mini kit d'influence, mais qui ils ont pas à se poser la question: «OK, mais je vais dire quoi?» Tu peux même leur faire genre des templates de posts LinkedIn vu que toi, de toute façon, c'est ton expertise. Tu vois? Tu peux leur faire des templates, quoi. ouais, c'est exactement ce que j'ai fait finalement pour les ambassadeurs. Parce que tout ça, ils avaient. Hein. Du coup, le kit qui décrit, les templates de poste. Je peux faire. Alors voilà, peut-être, je pense que quand tu es sur l'affiliation, les gens vont se poser la question de une FAQ de: «Au fait, je gagne combien?» De comment ça marche? Quand est-ce que je reçois le paiement? Est-ce que si, les gens, comment savoir si les gens vont bien s'inscrire à travers mon lien? Enfin, tu vois, peut-être toute une série de questions comme ça qu'avec enfin, avec tes ambassadeurs, là, tu as pas forcément besoin, mais sur la commission d'affiliation, tu vas avoir besoin. Pour finir, je voudrais savoir une chose que tu vas arrêter de faire pour ton prochain lancement. Arrêter. Je sais pas. Parce que je ne fais que rajouter des choses à chaque fois. C'est pour ça que je t'ai pas dit commencer, parce que j'avais bien compris que commencer, c'était trop simple. Et c'est une bonne question, hein. Arrêter. Alors oui, il y a une chose que je vais arrêter. Tu vois, Vas-y. souvent, je fais un double live. Mais pas le double live que tu m'as dit. Donc, pas le live de rattrapage. Non, non. Moi, bah, par exemple, en juillet, on a fait un double live. Il y avait un live secret, un peu, pour ceux qui étaient dans le groupe OK. WhatsApp. Le live VIP. Et il y avait le live grand public pour tout le monde. Je vais peut-être enlever le live VIP. Parce qu'en fait, je l'ai rajouté. Ouais. Je l'avais pas. Je l'avais pas en décembre. En décembre, je l'avais pas, ce live. Et je l'ai rajouté là, cette année, cette fois-ci. Donc, je vais enlever le live VIP, je pense. Alors, Oui, dis-moi. conseil. Le live VIP peut être une très bonne idée si et uniquement si ils ont, en fait, accès à l'offre en avant-première avec les, bonus en avant-première. Ce qui n'était pas le cas de mon live, tu vois. Si c'est juste un live, en effet, ça te rajoute du travail. C'est ça. Si tu as une vraie stratégie de vente derrière en disant parce que tu es VIP, parce que tu es ultra, impliqué et cetera, rajoute de la valeur. Il y a 5 places où là, tu pourras, avoir un bonus supplémentaire, et cetera. Parce que je sais que tu es ultra impliqué, tu as fait tous les challenges de la semaine, tu es là ce soir. Ça peut être intéressant. Top. Bah tiens, je me le note. Donc, à part ça,
je vois pas trop ce que je vais arrêter. Franchement, question difficile parce que tu vois, je me l'étais même pas posé de me dire, ok, je fais tout ça, qu'est-ce qu'on enlève? Simplifier aussi, tu vois, le process. Tu vois, tu peux dire, «Bah, je veux arrêter de réinventer la roue. Je veux être capable de savoir quel est l'email qui a le plus marché et donc je veux arrêter de reprendre de zéro à chaque fois que je recommence tout». Donc ça implique des actions à commencer potentiellement, tu vois? Ou là, le live, en effet, comme tu disais, je veux l'arrêter, je trouve que ça a pas de valeur ajoutée, c'est un arrêt, donc il y a quand même des choses, tu vois? Qui Oui. ont peut-être pas forcément réfléchi comme ça, mais moi, quand je fais des rétrospectives, j'utilise la méthode, KISS, c'est Keep, Improve, Start and Stop. Non, qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu améliores? Qu'est-ce que tu commences et qu'est-ce que tu arrêtes? Et là, tu arrives à avoir un feedback complet. Ou je sais que le stop, c'est hyper difficile, mais c'est tu as le droit de dire qu'il y a des choses que tu prends pas de kiff, que ça te saoule et en fait, le lancement, c'est déjà suffisamment épuisant comme ça et donc c'est OK de laisser les choses derrière. Mais tu vois, là, actuellement, tout ce que je fais dans le lancement, j'adore le faire. En plus, il y a toujours une petite phase d'apprentissage à chaque fois parce que je rajoute quelque chose. Donc, j'apprends un petit truc à chaque fois et en fait, j'adore. J'adore ça. Les vidéos, quand je les envoie, tu vois, souvent, on me dit, moi, souvent, on me dit, mais on me dit, non, mais enlève ton groupe WhatsApp, arrête ça, c'est pas bien. Alors que moi, j'adore faire ça. J'adore faire mon petit groupe WhatsApp. J'ai des retours de malades à chaque fois. Je sais que ça participe aussi au taux de conversion derrière parce qu'il y a des gens, comme ils passent 10 jours avec moi, ils disent, mais putain, la valeur, elle est dingue. J'imagine même pas ce que ça doit être dans le produit final et tout. Donc, tu vois, moi, dans tout le process, je kiffe tout. Je kiffe le live. Je kiffe le WhatsApp. Je kiffe. Et le seul truc que je kiffe pas, je l'ai délégué, c'est les mails. Écrire les emails, j'étais sûre. Je sais qu'il y a un sujet là-dessus. Mais pourtant, enfin, traite ton email comme un post LinkedIn. C'est ce qu'on m'a dit. Mais franchement, j'ai un problème avec l'objet mail. Je vais te dire d'où il vient, quand même. C'est que moi, je ne lis jamais les mails. C'est-à-dire que si je lis un mail, c'est vraiment, vraiment que je suis obligé de le lire parce qu'il est important, mais j'y vais très, très rarement dans ma boîte mail, même pro et tout, hein, j'y vais très rarement, j'y vais par contrainte à chaque fois. En fait, le format mail, je ne lis aucune newsletter, donc littéralement, je m'abonne à une newsletter, je lis le premier numéro, j'arrête. Et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à lancer quelque chose que je ne fais pas moi-même. En fait, Tu dis ça, mais tu le fais l'email, en fait. Tu le fais, mais avec Calendly. ouais, mais c'est des petits. Mais Mail Calendly, c'est un petit email, hein, c'est un Mais rappel, tu commence par ça. Enfin, moi, je me rappelle, il y en a quand même à peu près 5-6, tu vois? vois. Ouais, tout à fait. En fait, quitte à écrire ces trucs-là, autant quand même pouvoir calculer et voir la rentabilité et voir est-ce que les gens sont intéressés, est-ce qu'ils ouvrent ou pas, tu vois? Si c'est pas parce que toi, tu ouvres pas ou que tu es pas abonné que les gens ne le font pas. Il y a quand même 80 de la population qui regardent leurs emails tous les jours. Tout à fait, tout à fait. Non, mais ça, c'est ce que je me dis, hein. C'est juste, je t'expliquais pourquoi j'avais ce blocage sur les mails. Je pense qu'il vient de moi, de moi, parce que je suis pas un consommateur de mails. Je déteste Et ça. Mais je sais que non, mais tu peux pas raisonner comme ça. La plupart des gens dans ce monde lisent des mails, ouvrent des mails, tout ça. Donc, fais-le. Fais-le et fais-le bien. fais le bien ou fais le juste de la manière dont qui te ressemble, donc de manière minimaliste, parce que tu sais que tu vas pas en envoyer 10 000 parce que tu sais que ça va c'est pas ça et que tu aimes pas les écrire. Mais par contre, sois capable de juste de comprendre qui a ouvert quand et a cliqué sur quoi. Sur ce que tu fais, même s'ils sont pas parfaits. Tu t'enlèves toute l'autre pression, tu te dis juste: «Pour le moment, je suis pas dans la stratégie d'envoyer 10 000 emails, d'envoyer une newsletter, de machin, de bidule, mais déjà dans mes lancements, j'ai 5 emails qui partent, je veux pouvoir annuler. Commence par ça, première étape». Ok, bah, je vais commencer par ça alors. Je te laisse nous donner un dernier conseil pour quelqu'un qui est en période de lancement, qui va lancer, un produit digital avec une masterclass ou un challenge ou Le conseil que je à donne sa tout le manière. temps, Ouais, notamment dans ce cas-là, c'est que vaut mieux lancer même si c'est pas parfait. Ce sera jamais parfait du premier coup.
Donc, si c'est le premier lancement, allez-y, faites des erreurs, vous allez apprendre au fur et à mesure, c'était un peu la trame de cet échange, vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Donc moi, je vois beaucoup de gens, ils se bloquent parce qu'ils vont se comparer aux gens qui ont des centaines de milliers de personnes dans leur live, qui font des challenges de 10 jours. Mais non, déjà commencer avec un live simple, une petite séquence mail. Vous regardez, moi j'ai même commencé sans séquence mail, donc voilà, on peut commencer à tous les niveaux. Donc vous commencez simple et vous vous améliorez au fur et à mesure. Donc fait vaut mieux que parfait, toujours. Donc moi, c'est vraiment le conseil principal que je donne parce que je vois autour de moi, hein, que ce soit des concurrents qui m'ont contacté ou des gens, tout simplement des pairs d'autres personnes, ben, souvent c'est ça qui les bloque. Ils s'imaginent des choses improbables sur un lancement, alors qu'ils peuvent commencer avec des choses simples Et surtout le faire à sa manière. et faire à sa manière, surtout. C'est possible. Merci. Ben, merci à toi, Émilie.